êtes si nombreux à venir me voir en arrondissement. Revenez quand vous voulez. Il y a du café, même du chocolat. Oh! Je passe la parole au directeur de l'arrondissement pour commencer parce qu'on a une première avec le nouveau conseil d'arrondissement. Donc, bonsoir. André Blais, directeur d'arrondissement. Je déclare la séance ouverte, la séance ordinaire du 25 novembre du Conseil d'arrondissement des Nations. Pour le point 1, on va procéder à la nomination d'une présidence d'assemblée, évidemment, parce qu'on va procéder par la suite à la nomination de la présidence d'arrondissement, qui, elle, va présider la suite de la séance. Merci. Alors, au point 1, on va... Je propose Mme Blues comme présidente. Alors, merci. Est-ce que... Oui, j'appuie. Pas d'appui adopté à l'unanimité. Si vous l'adoptez à l'unanimité, parfait. Alors, merci. Vous pouvez poursuivre. Parfait. Alors, bienvenue au comité. Ça, on est notre premier conseil d'arrondissement de ce niveau, de cette nouvelle cohorte 2025-2029. Puis, donc, alors, je vais juste donner mon 2 secondes, on a eu des petits problèmes techniques, même nous qui on est habitués. Parce que je n'ai pas autre chose. Ah oui. Donc, c'est notre 11e séance. On est le 25 novembre 2025 avec un petit retard de 14 minutes. On commence notre séance à 18h14. Donc, le premier point, justement, c'est le 1.1.1. On commence ça même avant le... Si, bon. L'ordre du jour. Le 1.1.1, c'est la nomination de la présidence de l'Assemblée, tu as déjà fait. Après ça, on va adopter l'ordre du jour, tel qu'elle est. Aujourd'hui, ça va. Parfait. Après ça, il y a le procès verbal du 3 octobre. C'est bon. Parfait. Et puis, on a aussi le procès verbal du 8 septembre pour le comité consultatif d'urbanisme. C'est là. Mais fais pas confiance en bon procès verbal. Donc, Période de questions. là, maintenant, c'est ça. Nous, on voulait quand même vous dire, avant, quand vous arrivez, là, vous pouviez comme donner votre nom, tout ça. Maintenant, ça a changé un peu parce qu'à cause de la loi pour la confidentialité. Ce qui fait en sorte que si vous voulez intervenir, vous pouvez lever la main pour venir en avant. Puis après ça, pour le suivi, ça serait important de vous diriger à M. Boisvert pour qu'il puisse prendre vos coordonnées, qu'on puisse assurer un suivi. Alors, à vous, monsieur. Quand vous arrivez ici en avant, juste vous nommer, puis de dire peut-être de quel sujet vous êtes, c'est quoi le sujet de votre... Même notre plaque de commerce, c'est bon. Ah, wow! Alors, c'est pas une barre de commerce. Merci. Alors, bonsoir, mesdames, messieurs. Mon nom est André Thibault, avec mon collègue Jean-Claude Thibault. Alors, on parle au nom du comité, évidemment, de citoyens pro-compost pour la collecte des matières organiques dans les multilogements. Permettez-nous d'abord de vous féliciter de votre invitation. On a l'impression qu'on peut former une équipe de bonne qualité puis qui a allié à la fois expérience et nouvelles énergies. Alors, c'est quoi? On va dire pourquoi. Le comité pro-compost, aujourd'hui, je voudrais vous présenter deux points. D'une part,
rappeler l'engagement que l'ancien conseil municipal a pris en faveur de la collecte des matières organiques dans les multilogements de Sherbrooke. Puis aussi, insister sur ce qui nous semble être des conditions nécessaires au succès de l'implantation. En effet, vous savez, le 16 septembre dernier, le Conseil a adopté une résolution réglementant l'implantation dès 2026. La collecte dans le multilogements, suivant cela, la recommandation du Bureau de l'environnement à la suite d'un projet de pilote dans une dizaine de multilogements. Le bureau annonçait des conditions, on disait ça prend un règlement pour inciter les gens et les propriétaires locataires à collecter efficacement leur matière. Faut-il rappeler qu'actuellement, il y a presque 30 tonnes de matière organique qui s'en vont dans les sites d'enfouissement pour une valeur autour de 8 millions de francs pour faire ça. Alors, actuellement, donc, alors ça, c'est important de le faire dans le choix économique et environnemental. Ensuite, l'autre recommandation, c'est d'avoir une stratégie de mobilisation, ou j'ajouterais de partenariat. Parce qu'on est aussi des parties prenantes, si on ne le fait pas, mais basée sur une participation active des locataires et des propriétaires. Sur ce dernier point, en se fondant sur notre expertise et nos recherches, vous allez voir dans nos villes, on a fait des visites, parler aux entreprises, c'est pas. Alors, il nous semble que certaines conditions gagnantes demandent d'une part de faire appel à l'engagement et à la participation des locataires et propriétaires qui seraient, selon notre avis, responsables notamment de la distribution des sacs de comptoir et des premiers sacs compostables. Et cela nous semble propice à influencer positivement l'acquisition d'une habitude. C'est ce qu'on cherche à faire. Encore, par exemple, chez la plupart des gens parce qu'actuellement, la plupart des gens, évidemment, c'est chez vous. Alors, il y a une habitude à développer. Et pour cela, nous sommes la deuxième condition, c'est fournir aux locataires et un bac de comptoir et un premier sac compostable certifié, on essaie de certifier de la bonne façon, accompagné de dépliants d'instructions. On insiste sur le premier sac, justement, qui facilite et assure une collecte propre, sans odeur, sans insectes indésirables. Nous avons vérifié d'ailleurs la compostabilité de réels sacs sur le site qu'utilise la ville de Sherbrooke. Ça a été un peu bousculé par un article qui est paru dans le journal, et pour se rendre compte qu'effectivement, l'article portait sur une autre technique, et non pas la qui est à Montréal, qui était de façon industrielle. On brasse les choses, puis on sort ça très rapidement, ça n'a pas le temps de composter. Nous autres, ça dure 1 an ici sur le site de Berlin. Fait que les bébés ont le temps tout le monde. Ah oui, ça chauffe. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Mais... Alors, en fait, puisque j'ai développé de nouvelles habitudes, on insiste, il nous paraît normal que l'atteinte d'un fort pourcentage de citoyens qui compostent, de tout ça d'un coup, avec des traits unis, se fasse sur quelques années. Il faut, je pense que oui. C'est pas un coup que tout va passer. Donc, nos questions. Ici pour des questions. Est-ce que les membres du conseil d'arrondissement acceptent de faire la représentation qui s'impose au conseil municipal pour que, la ville maintient et applique la résolution du 16 septembre qui instaure la collecte à partir de 2026, prévoit un budget au budget 2026, les sommes nécessaires au démarrage, sur le démarrage de cette collecte afin de fournir une première vague de locataires. Taux de 20 il semblerait que ça. Parce qu'on sait que la marge de budget que vous avez n'est pas nécessairement très grande, puis on en avoir peut-être d'autres d'ailleurs. Donc, on viserait à peu près ça, la première année, à peu près ça, mais suffisamment pour entraîner les autres, en effet, parce que les équipements qu'on fournit aux gens aussi stimulerait grandement la participation dans ce nouveau système de collecte qui ferait boule de neige. On ne parle pas ici d'une somme importante, mais d'un levier stratégique. C'est comme ça qu'il faut le voir. Alors, c'était notre question. Je vous voulais notre invitation qu'on est fait. Voilà. Vraiment intéressant.
Moi, ce que j'entends, c'est que vous vous impliqué en tant qu'organisme dans la sensibilisation et l'éducation des gens là, pour. Ben, c'est pour ça qu'on parle d'une implication active des citoyens. J'adore ça. Moi qui ai vécu beaucoup dans le champ du loisir, on sait que tu ne vois pas la vie qui fait le hockey, qui fait le baseball, qui fait ça. Ouais. Il faut s'impliquer. Alors, je pense que oui, on veut que les citoyens soient partie prenante. Oui. Et qu'il y ait, dans un édifice, vous savez, si ton voisin le fait, il y a plus de chances de bouger que si c'est la ville qui met étiquette le sac. Ça devient beaucoup plus impersonnel. Alors, dans ce sens-là, puis on estime qu'on a certainement des gens dans un certain nombre de multilogements. Et on répète ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas la première année qu'on fait. Bon, alors je vais répondre partiellement. Je vais te donner la parole aux collègues qui veulent aussi se prononcer. Personnellement, vous pouvez compter sur moi à 100% à représenter ça à l'ensemble du nouveau conseil municipal pour qu'on puisse aller de l'avant le plus tôt possible. C'était vraiment un projet qu'on a forcé beaucoup pour que ça aille un peu plus vite parce qu'il y avait comme le projet pilote, puis on avait vu que dans la première étape du projet pilote, c'était beaucoup justement sur une base volontaire, les gens qui voulaient, mais ça devrait venir accompagner effectivement avec quelque chose, un soutien plus soutenu là, pour que les gens puissent changer l'habitude. C'est très difficile de changer une habitude, donc on s'entend. Donc, effectivement, c'est ça, c'est un volet important pour la suite. Il y a eu quand même, au sein de la population, c'était quand même assez ambigu. Hein. Il y a des gens qui comprennent pourquoi on fait ça. Il y a des gens qui comprennent un peu moins et qui ont des craintes par rapport à les odeurs, le fait qu'on diminue un peu la fréquence d'aller chercher à l'ensemble de la population. Diminuer un peu la fréquence, ça faisait un peu en sorte que les gens avaient des craintes par rapport à des odeurs. Ça fait que tout ça, c'est sûr qu'on va avoir besoin d'aide des gens qui sont experts dans le domaine pour aider les gens là, à donner des trucs, des cues là, de comment faire la gestion de ça, justement, pour éviter ce genre de situations. Alors, moi, je vois d'un très bon œil votre projet. Je vous inviterais même à venir au conseil municipal. Je trouve que ça vaut la peine que l'ensemble des conseillers puissent vous entendre avec ça. Je trouve que c'est une bonne idée. Donc c'est ça, les grands défis. On va commencer avec ça. On va diminuer un peu la période. Ça va être un peu moins fréquent d'aller chercher. Ça, c'était le point le plus sensible en termes d'acceptabilité sociale. Mais par la suite, on a déjà prévu éventuellement même l'achat d'autres camions pour pouvoir revenir à une fréquence un peu plus courte. Mais ça serait un peu plus à moyen terme là, parce que il faut que les élus adoptent ça, les budgets pour l'achat du camion. Puis après ça, il faut attendre la livraison de camion, ça. Fait que ce sont des choses à suivre. Mais oui, j'espère que le conseil municipal actuel ne va pas reculer là-dessus. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui peuvent intervenir. Non? Bien résumé. Oui, tout à fait, mais juste en complément, mais moi aussi, de mon côté, c'est sûr que je veux qu'on continue à faire ces démarches-là. Pour moi, c'est inévitable qu'on aille vers le compostage dans les multilogements, c'est certain. Puis, dans le fond, ce qui avait été, quand on a pris la résolution, ce qui avait été dit, c'est que les services devaient nous revenir quand même avec un plan de match, parce que là, c'était très préliminaire, mais ce qu'on veut, c'est que ça se fasse le plus rapidement possible et pour avoir tout ce qu'il faut pour le faire. Fait que, moi, c'est ce que j'ai hâte, c'est ce moment-là où on va en savoir plus sur qu'est-ce qu'on a dans le. Est-ce qu'on est capable de le faire, mais à quel moment on est capable de le faire, c'est quoi les coûts détaillés, parce que là, on n'avait pas de coûts détaillés encore. Mais pour moi, en tout cas, c'est sûr que je veux qu'on mette ça en place le plus rapidement possible. Puis moi, j'aime beaucoup vos suggestions aussi. C'est beau le mettre en place, mais il faut bien le faire. Avec ça. Non, il n'y a pas de moustique. Non, c'est ça. Mais pourquoi tu fais ça? Oui. On espère oui. que votre service nous invite à travailler avec vous. Ben oui, oui. Et ça, je pense que c'est important. Et je pense que dans le sens que vous dites aussi, madame, c'est ça qu'on dit, c'est progressif. Et les craintes, c'est normal. Oui. Répondez, il y a des règles. Mais c'est normal. Alors, allons-y progressivement. Et je pense qu'il y a des choses qu'on peut faire même avant la livraison du camion.
Je suis tout à fait d'accord avec vous, là. Mais moi, je souhaite qu'on puisse commencer des actions très concrètes avant l'arrivée du camion. À 100% d'accord avec vous, personnellement. Excusez, avez-vous l'impression que le sac de compostage certifié peut convaincre les réticents, peut convaincre les gens qui ont des réticences par rapport aux fameux 2 semaines où il va y avoir plus d'odeur? Moi, je pense que oui. Nous, en tout cas, c'est un argument majeur. C'est pour ça qu'on s'est donné la peine de vérifier auprès de la firme Biogénie. On a eu une rencontre virtuelle d'abord, puis après ça, ils nous ont fait visiter le site à 2 heures de temps. Puis on les a talonnés pour dire hey, il y a du plastique, c'est quoi, mais ça, c'est pas du compostage. C'était des gens strong. Ouais. C'est le premier point sur lequel. Alors, moi, je pense prochain, on va revenir avec notre sac. Puis il n'y aura pas plus d'odeur, pas plus de Le même, là. Le même. La dernière fois, On peut vous le laisser. on peut vous le laisser. Je vais le mettre dans mon sac à la maison. On va L'autre facteur, je voulais insister là-dessus parce que l'autre expertise qu'on a, c'est plus au niveau social et communautaire, qui est comment tu fais un projet avec des citoyens qui n'ont pas fait quelque chose, où il y a un changement de comportement à faire. Dans le cas des locataires, on en est, nous, c'est vraiment compliqué de dire là, parce que nos logements ne sont pas équipés de chutes. Ouais. Soit dit en passant, dans une réglementation future, tous les nouveaux multilogements devraient avoir des chutes. Ça, je ne sais pas si c'est prévu. Mais pour l'instant, tous ceux qu'on a visités, il n'y a personne qui a des chutes d'hommes. Il faut vraiment faire quelque chose de spécial. C'est pour ça qu'on a dit, nous autres, ce qu'on aimerait, c'est que les locataires d'un multilogement téléphonent au bureau de l'environnement, au bureau quelque part en ville pour dire, nous, on est prêts à recevoir vos bacs de comptoir. Vous voyez l'action? Et c'est nous qui allons les distribuer. Nous, on a déjà une liste pour les 7 étages de 14 personnes qui vont être des gens d'ambassadeurs. Parce que ça fait un an et demi qu'on arrive ici. Mais la procédure est pensée de telle façon que dans les premières années, parce que ce bénévolat, peut-être qu'il va s'essouffler comme n'importe quel bénévolat. Mais dans les premières années, si on peut avoir des citoyens dans chaque, quel que soit ce cours. Un, quand il y a 6, puis il y a 10 quand il y a 100 sur les 12 sur vous. C'est ça la spécificité de notre. Parce que là-dessus, il faut ajouter, on ne s'attend pas non plus à ce qu'on souhaite, c'est que les gens viennent chercher le bac. On ne leur distribue pas. Ils fassent déjà un geste. Autrement, je l'ai vu dans d'autres universités, tout le monde a eu ses bacs. Le pays a 30% pour rien pour l'année. Alors, le geste, déjà, qui est actif de le donner. Volontaire. Le geste volontaire, sur cet angle-là, sur le plan c'est un commitment, comme on dit chez les travailleurs. Merci beaucoup. C'est bon? Moi, je vote pour les Thibault. Ça va, oui, merci, messieurs Thibault, mais oui, ça va. Moi, ça va, ça Je ne sais pas s'il y aurait d'autres interventions. Oui, M. Bonnet. Au niveau représentant à l'arrondissement. Donc, moi, mon nom, c'est Fabien Bournotte, arrondissement des Latons. Enchanté. Et Jacob Buisson, arrondissement de Nation. On s'en doute d'habitude quand je passe parce que ça va parler de vélo, mais on est plusieurs de plus en plus. Mais est-ce qu'il faut vraiment que je parle plus proche dans le micro? Si je l'allume, on Pour l'enregistrement. surtout pour l'enregistrement. Ah, ben oui. Ah oui, là, j'entends. Pour la foule qui nous Oui, pour la foule en délire. Ouais. D'ailleurs, j'ai un collègue qui aurait voulu nous regarder, mais il nous regardera dans 2 jours. Ah ouais, c'est Voilà. ça. Première chose, c'est juste que je vois l'évolution du vélo à Sherbrooke, c'est fou, là, c'est encourageant. Il y en a de plus en plus partout. À Montréal, c'est pareil, c'est rendu qu'il y a des embouteillages sur le raid qui a été fait il y a ouvert il y a 1 an et demi. En tout cas, c'est comme pour elle. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pour qui? Ah, c'est une caméra qui nous Ouais, voilà. Et puis, en tout cas, c'est comme. Puis moi, j'enseigne au cégep en technique en civile, mais c'est la première année, cet automne, où quand j'allais faire une visite de chantier avec des étudiants, puis en technique, ils ont des chars assez vite, surtout des pick-up en génie civil. Et puis, c'est la première année où, en première session, je n'ai pas pu aller faire ma visite parce qu'il n'y avait pas assez de véhicules à travers les jeunes.
parce que c'est de l'autotransport avec les gens. Fait que, tu sais, c'est quand même, moi, ça fait 20 ans, je suis première en 20 ans. Wow. Et de mes enfants, il y en a un qui ne veut même pas de permis de conduire, les autres, il y en a un qui ne veut pas de char. Puis les chars sont de plus en plus chers, puis les logements sont plus chers, puis la bouffe est plus chère. Fait que où on coupe, c'est sur le transport avant de couper sa bouffe. Sur le logement, tu n'as pas le choix, il faut que tu loges. Tu sais. Et même Pierre Fitzgibbon, il l'a dit, le ministre qui n'est plus là maintenant, là, mais qu'on est au pic des voitures. Puis là, ça devient tellement cher, ça va diminuer. Les pauvres n'en auront plus. Il y a juste Fitzgibbon qui en aura une affaire. Mais conclusion, il faut qu'on aille vers là, il faut qu'on se prépare à ça. Moi, les abris vélos au cégep d'hiver, celui en dessous du pavillon 2, en avant de l'escalier, là, où il y a de l'air chaud, là, il est comme aux 3/4 points aujourd'hui. Là. Wow. C'est comme du jamais vu. Là. Fait que, Sherbrooke, on est en retard sur le réseau cyclable. Tout le monde, je l'ai dit au conseil aussi, on sait, il manque des connexions majeures aux carrefours dangereux, etc. Mais dans notre quartier ici, arrondissement des Nations, j'ai parlé un peu avec Paul Gingres de l'université, puis toi, tu vas revenir sur ce côté-là. Moi, ici, on est à l'école Montcalm, puis où mes enfants ont été à Mitchell-Montcalm, puis que moi, j'aurais voulu qu'ils se déplacent à vélo, puis finalement, ma conjointe m'a dit « Wow, c'est trop dangereux », puis elle avait raison, c'est dommage. Mais donc, je sais qu'il y a un axe cyclable qui est prévu par la ville sur Portland, juste en face de l'école. Un jour, pour relier les écoles secondaires, mais on ne peut même pas traverser le centre-ville. Mais un jour, il va falloir le faire. Donc, si la ville a un projet là, je pense qu'il faut le faire. C'est pour moi, là, ce que je demanderais ici ce soir, je veux juste vous souligner que de relier l'axe cyclable qui est sur Jacques-Cartier, qui va jusqu'à Beckett, qui bifurque au coin Jacques-Cartier-Portland, bon, c'est un peu dommage, regarde, c'est un autre sujet. Ouais. Mais de permettre aux gens qui circulent là de venir à l'école Montcalm, qui est une école secondaire 3 à 5, là. C'est pas les petits jeunes de Mitchell qui. Puis les écoles primaires, on n'est comme vraiment pas là d'envoyer des jeunes à l'école primaire en bicycle, alors que ça va venir, ça. Peut-être dans 20 ans. Mais tu sais, l'école Montcalm, il faut la relier. Je pense que pour moi, là, il faut faire ce que la ville a prévu. Puis j'ai entendu parfois des échos de gens qui disent « Ah, mais il n'y a pas d'auto-stationner sur Portland. » En tout cas, pas, il y en a de temps en temps, 3-4. Fait que moi, ma demande à moi, là, c'est d'avancer, de voir aussi tranquillement, informer les gens, prendre le temps de le faire comme il faut. Je ne demande pas go, on pense, mais tu sais, il faut aller vers là. Fait que moi, là, un axe cyclable sur Portland, devant l'école Montcalm, qui ne va pas se rendre jusqu'à connecter vers la gare. La ville a prévu quelque chose, il faut qu'on avance dans ce sens. Ça, c'est ma demande à moi. J'ai une autre demande, mais qu'un meilleur défenseur. Oui, en fait, moi, j'habite près du Mano District, puis j'ai trouvé ça dommage qu'il n'y ait pas de piste cyclable qui soit mise devant le Mano District, que ce soit juste un trottoir qui a été mis là temporairement, selon les services de la ville. J'ai pas eu de retour par rapport à plus expliquer qu'est-ce qui s'est passé, parce que j'ai juste reçu le même message qu'on avait déjà reçu d'avance avant que ça se construise, ce trottoir-là. C'est finalement, c'est un aménagement temporaire en attendant qu'il y ait un plan pour relier le cyclable avec ça. Donc, j'aimerais vous demander, est-ce que vous pensez appuyer pour qu'il y ait une piste cyclable qui connecte le reste du réseau cyclable avec ce tronçon-là devant le Mano District? Je vais essayer une réponse parce qu'effectivement, même le conseil municipal avait été un peu surpris parce que c'était quelque chose qui avait. Il y a eu l'entente du promoteur qui disait qu'il fallait faire un trottoir en bloc. Fait que ça, c'était dans l'entente, un document qui avait déjà été adopté avant. C'est pour ça que ça a passé à un moment donné. Même nous, on ne comprenait pas. Comment ça, quand nous, on n'était pas au courant, même pas, je pense que c'était dans son secteur, puis lui, il n'était pas au courant, ça ne disait rien. On a essayé quand même, quand vous aviez intervenu, là, je ne sais pas si c'était vous, mais quelqu'un d'autre au conseil municipal. En tout cas, il y avait quelqu'un qui est venu en arrondissement, mais quelqu'un qui était allé, je ne sais pas si c'était en an. C'est M. Buisson qui était venu le 3. Ici, mais quelqu'un est allé au conseil municipal. Non, j'essaie, mais je veux dire, il y a eu aussi quelqu'un la veille qui avait été au conseil municipal. Moi, je me rappelle. La veille, non, mais c'est maintenant. Je pense que ma fille. Je pense que c'était en an. Je pense que c'était en an. Oui. Puis, c'est ça, fait que c'est là qu'on est allé s'informer. Ce qu'ils nous ont expliqué, effectivement, c'est qu'il y a moyen terme,
cette prétention-là avec le PNDI, tout ça, donc de créer un axe sécuritaire vraiment cyclable sur garde au complet, jusqu'au pont, au complet. Et donc, pour l'instant, pour compenser, ce qu'ils ont promis de faire, c'était de faire de lignes de rive pour interdire le stationnement, faire des lignes de rive pour que les vélos puissent circuler. En attendant ça. Fait que pour répondre à votre question, personnellement, moi, je m'engage à défendre ces dossiers-là aussi au sein du conseil municipal. Puis, effectivement, que ça soit en axe prioritaire parce que c'est vraiment très dangereux en vélo sur garde. J'ai l'impression que je vais avoir l'appui. Je pourrais souligner que c'est un axe prioritaire depuis 2016. Oui. Ben, exact. C'est ça aussi, c'était ça aussi ce qui a été dommage, parce que si ça avait été identifié comme prioritaire, et ça, je n'ai pas la réponse. Pourquoi qu'on n'a pas commencé par ça? Malheureusement, j'ai. On a l'occasion de jaser régulièrement, M. Bernard. J'apprécie beaucoup M. Bernard parce qu'il pousse le dossier de présentation positive avec la théorie des petits pas. Ça me fait toujours c'est agréable à travailler les dossiers avec les papier, tout simplement. Maintenant, ce qu'on parle souvent, c'est la connectivité. On a parlé de nos rêves l'autre soir. Moi, j'avais un rêve de la connectivité entre le chemin Saint-Roch et le boulevard de l'Université jusqu'au parc des Deux-Ruisseaux. Parce que depuis le parc des Deux-Ruisseaux, maintenant, il y a des cyclables jusqu'à la gare, puis au viaduc de sa côte-là. Il y a des endroits très larges sur la rue de l'Ouest, entre la rue de Lisieux et jusqu'aux 30 km pour l'école Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut aller avec ça? Devant Humano District, là, à l'heure actuelle, c'est temporaire. Est-ce qu'une piste multi va être intéressante là? Ça ressemble à ça, il y a de la place. Maintenant, elle est connectée. Il faut la connecter en quelque part. Bonjour, quartier, puis chemin Sainte-Catherine. Ouais. Toi, tu m'as parlé de ton rêve sur le boulevard de l'Université, entre la rue Galt et le chemin Sainte-Catherine. Donc, oui, moi, je suis dit, il faut les connecter, nos pistes. Et malheureusement, ce que moi, j'ai dans les dernières années, puis je ne blâme pas personne, mais c'est des petits tronçons l'un après l'autre. On se retrouve dans les sacs partout. Pas mieux pour la sécurité, ce qui est frustrant pour tout le monde. Donc, on s'en va par en avant, puis on le fait de façon la plus positive possible. Monsieur Havard. Merci. Je me suis senti un peu interpellé par une publication que j'ai faite pendant la campagne électorale. Effectivement, j'ai demandé ce qui est une consultation. Comment ce qui s'était passé sur la rue Wellington Sud et aller jusqu'à l'Université. Je pense qu'il y a eu, à ce moment-là, en tout cas, on s'est aperçu qu'il y avait plus ou moins eu une consultation. Les éléments que je pense, c'est pas juste le stationnement, c'est parce que la STS aussi a des projets d'avoir des autobus. Quand on regarde tout le portrait, il faut regarder tout l'ensemble du transport actif. Parce que si on décide de mettre une autobus direct qui passerait sur la rue de Portland, par exemple, et qu'on ferait un corridor d'un sens le matin et dans l'autre sens le soir, parce que si vous passez des heures de pointe, vous avez probablement vu comme tout le monde les embouteillages qu'on a sur la rue de Portland. Je pense que c'est pas là où je pense qu'à Montréal, c'est vraiment une situation existante. Mais je pense que c'est pas de dire on est pour ou contre, mais il faut que les gens soient informés de ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Je pense que c'est comme ça qu'on peut avancer les choses, pas juste parce que vous, c'est clair, vous avez un avantage, vendez votre chose. Mais le citoyen qui est chez lui ou chez elle, je pense qu'il faut lui donner aussi l'opportunité d'avoir son voisin par rapport à cette question. Tout ça pour dire que c'est pas qu'on est juste contre les décideurs, mais il faut aussi le délire. En fait,
le document auquel M. Benoît a fait référence, ça avait été adopté en 2016, c'est le plan de transport actif. C'est sur lui que c'est les services de base pour déployer les pistes cyclables à travers le territoire présentement. Fait que ça ne repasse pas au conseil municipal. Ça avait été quand même décidé. Fait que quand là, ça ne repasse pas nécessairement tronçon par tronçon. C'est quelque chose déjà qui est un peu planifié dans le temps à partir de cette planification-là. Toutefois, là, on passe maintenant à une prochaine étape où on veut vraiment mieux planifier. Je pense que où tout le monde s'entend autour de la table pour le conseil municipal, l'ancien, puis je pense même le nouveau, c'est le besoin de connecter les pistes cyclables, comme M. Jean vient de dire, parce qu'on a toujours fait, même si on avait un plan de transport actif, on a toujours fait nos pistes cyclables par opportunité. Fait quand il y avait des travaux dans la rue, là, ils faisaient des pistes cyclables. C'était des fois des petits bouts de pistes cyclables par rapport, qu'il y a nulle part. Fait que là, on veut continuer à pouvoir faire les pistes cyclables par opportunité, mais pas que ça. Et donc là, il va y avoir les plans de mobilité durable intégrés. Là où on va pas avoir cette vision-là, même comme M. Havard disait, une vision qui est aussi d'intermodalité, de voir comment est-ce que les gens peuvent se déplacer à la ville, tantôt en vélo, s'arrêter, prendre l'autobus, etc. Fait que tout ça va être regardé ensemble dans le plan de mobilité durable intégré. Mais ça ne sera pas jeté non plus, toute l'analyse qui avait été faite. Fait que si ça avait été déjà identifié comme tronçon prioritaire, je présume qu'il va l'être aussi pour la nouvelle planification. Mais comme j'ai dit, je pense que vous pouvez compter, vous pouvez compter sur plusieurs de nous, en tout cas, pour vous soutenir là-dedans et pour garder le vigilance. Je pense que beaucoup a été dit, mais je vais juste quand même aussi rappeler que c'est le plan de mobilité durable intégré, le travail est commencé, puis que c'est 2026 l'année, normalement, si tout va bien, où on continue et on finalise ce travail-là. Fait que ça va être une année importante pour tous ceux qui ont envie de se prononcer sur l'avenir de notre mobilité durable. Fait que je pense que c'est une belle année et une belle opportunité à saisir pour remettre ça à jour parce que effectivement, il y a du chemin qui a été fait, mais il y a encore une vision d'ensemble qui a vraiment besoin d'être mise à jour, puis des grands pas qui ont besoin d'être faits, à mon humble avis. Je parle en mon nom personnel. On a besoin d'avancer là-dessus et surtout de travailler aussi sur ce n'est pas en compétition, c'est pas une guerre à l'automobile comme on entend souvent, c'est pas ça. C'est une place sécuritaire pour l'ensemble des usagers. Puis on a tous avantage d'avoir plus de cyclistes et de vélos sur nos rues. C'est ça qui va nous permettre aussi d'avoir une ville où il y a moins d'automobiles au final, moins de congestion et où tout le monde trouve sa place. En tout cas, là-dessus, vous pouvez aussi compter ça. Moi, en tant qu'automobiliste principalement, que je me déplace principalement en auto, je suis très contente quand il y a des vélos, surtout s'ils circulent dans la voie qui est dédiée à eux. Donc, c'est pas parce que je me déplace pas principalement en vélo que je suis contre le cyclable, au contraire. Donc, merci beaucoup de votre explication. Revenez quand vous voulez, hein, des citoyens comme ça impliqués, qui veulent nous impliquer, là, on a besoin de nous. Est-ce que vous aussi, vous allez voir un ami qui va vous écouter plus tard? Vous voulez-vous que je vous filme aussi? Non, parce que M. Benoît a dit qu'il y a un ami qui voulait me voir, c'est pour ça que j'ai tourné pour que quand il va regarder, il va pouvoir me voir. Non? Alors, présentez-vous, chère dame. Il faut toucher si c'est bleu. Okay. Ça va. Okay. Bonjour, je me présente, France Croteau. Je suis secrétaire du conseil d'administration du RUTAS. Notre coordonnateur a eu un empêchement aujourd'hui, qui serait supposé être avec nous autres, mais j'ai sa partie. Et puis, avec Nicole Couture, que vous connaissez bien aussi, qui est membre du RUTAS, qui va aussi intervenir. Alors, juste avant, je vais faire une parenthèse, parce que j'entends les cyclistes. Mais je me rappelais qu'en 2011, il y avait beaucoup de consultations qui se faisaient. Mais nous autres, le RUTAS, on l'a demandé souvent, puis ça ne s'est jamais concrétisé, mais qu'il y ait des voies réservées pour les autobus de Jacques-Cartier au centre-ville.
Au moins en Belvédère et centre-ville, qu'il y ait une voie réservée aux autobus, parce que de toute façon, ils sont rendus dans la rue, là. Il y a plus, on n'a plus le terminus qu'on avait. Alors, on peut dire qu'on trouve ça triste que les cyclistes ne puissent pas se rendre au centre-ville. Donc, ça serait des voies réservées aux autobus et aux cyclistes qui seraient dans cette voie-là. Au moins, ils Les appuis, là, derrière vous. Oui, oui, il y a comme ça par arrière. On est des piétons, puis on trouve qu'il y aurait leur place. Puis nous autres, l'autobus irait plus vite aussi, parce que là, on ne va pas plus vite que les autos, n'est-ce pas? OK, alors, on a 3 points. On prend des vieux sujets, mais on a espoir qu'avec des nouvelles personnes, en passant, on félicite tout le monde. Et puis la nouvelle aussi, qui est Mme Godbout, elle a déjà été candidate, elle a déjà été conseillère, puis s'occuper de l'environnement. Donc, on est bien contents. On a eu une bonne chance là, de se joindre aux autres qu'on connaît. Alors, on a 3 points que vous connaissez, la fameuse entrée HLM Suzanne Thériault-Rugard. Nicole va parler des résidences de personnes âgées, puis la fameuse traverse North Drive Portland. OK. Donc, vous savez que le HLM Suzanne Thériault-Rugard, il y a eu une construction qui a été faite sans que le minibus et taxi puissent entrer pour baisser le lift pour embarquer, débarquer les gens. Alors, lors de notre dernière intervention, qu'on a fait le 26 août, le coordonnateur est avec nous, nous vous avions fait part de notre souhait de voir la mise en place d'un débarcadère à l'intérieur de l'entrée. À l'intérieur, c'est que les gens ont peur que tout le monde aille se stationner là, mais là, un débarcadère pour les autobus de la STS, il n'y a pas personne qui a le droit de se stationner là, 2 places, pour qu'on rentre dans l'entrée, on ne reste pas dans la piste cyclable. Ça n'a pas de bon sens. Ils disent le minibus se met à l'entrée, il arrête, puis il sort son lift, et il est en pleine entrée cyclable. Alors, c'est comme, on veut qu'il rentre dans l'entrée. Là, je n'ai pas les photos, mais vous en avez eu beaucoup de photos qu'on vous a données. J'aurais dû en mettre une avec. Donc, on demande qu'il puisse rentrer. Puis là, deux stationnements, c'est marqué débarcadère. Alors, vous avez la photo, ça veut dire que c'est défendu de stationner là. On ne veut pas n'importe qui se stationne là de telle heure à telle heure. Puis ça, on réserve ça pour le minibus, il vient, il rentre, il peut mettre son livre tout à son aise, puis aller chercher les personnes porte à porte. Alors c'est facile avec ça, c'est possible. Alors, on souhaite que vous regardiez à nouveau pour faire une pression auprès de qui de droit. Mais je sais qu'il y a des personnes qui sont à l'office municipal, qui sont M. Gingres et M. Havard. Alors, on espère de... là. Oh, vous êtes pas là? OK. Bon. OK. Bon, ben, en tout cas, on espère qu'on va essayer de sensibiliser Mme la présidente ancienne de la STS aussi. La problématique concernant les nouvelles constructions Monarque sur la rue de Bossé, Nicole est allée pour voir les plans et puis on n'a pas présenté les plans. On a peur qu'il y ait le même problème que sur la rue Gaulle. Alors, il faut absolument... on nous a dit, c'était Mme Catherine Boileau qui était sur le comité, elle a dit on veut rencontrer le RUTAS, faire une rencontre, mais là, la personne n'est plus là. Alors, l'éventualité d'une rencontre entre les parties prenantes, là, le RUTAS devait être invité. Alors, nous souhaitons connaître les avancées de réflexion sur ce sujet. Alors là, on ne veut pas que ça se répande, qu'il y ait des maisons pour les personnes âgées, qui s'est défendu que le transport adapté puisse entrer sur les lieux. Ensuite, le deuxième point, je vais laisser parler Nicole concernant sa résidence de personnes âgées, 75 ans et plus. Moi, on m'a dit que maintenant, la Ville oblige l'Office municipal d'intégrer des personnes immigrantes dans les immeubles de l'Office. Le problème, c'est que là, dans mon immeuble, la majorité, disons, la moyenne d'âge est de 75 ans. Et là, on a des
des immigrants qui viennent de rentrer. Et notre inquiétude, puis la plupart ont peur, c'est qu'il y en a qui prennent de drogue. Et puis là, c'est rendu que la personne qui est rendue, ça fait pas longtemps qu'elle est là, ben là, c'est rendu que les gens passent par le balcon. Fait que là, il y a du pas et vient par le balcon, il y a de la drogue qui se passe, il y a de la boisson qui se passe. Et les personnes âgées dans le bloc sont insécures parce qu'ils se demandent qu'est-ce qui va arriver. À un moment donné, on va avoir des problèmes avec eux autres. Je ne comprends pas pourquoi ils veulent placer des gens de cette catégorie-là avec des personnes âgées. Les personnes âgées sont déjà insécures tant qu'il y a quelqu'un. Il y a même des gens qui viennent coucher entre les deux portes chez nous. Fait que ça aussi, c'est dérangeant. Fait que on se demande est-ce que c'est une politique de l'île qui oblige l'Office à vouloir accepter des personnes itinérantes et qui sont droguées, mais ça nous inquiète énormément. Entre les personnes dans le bloc, là. Parce qu'il y en a dans d'autres immeubles, là. Chez nous, c'est comme ça. Mais je pense que le problème qui a été apporté à l'école, à la Commission des droits de la personne, la 50e, ça a été question des itinérants, non pas des personnes immigrantes. C'est vraiment des itinérants. C'est pas des personnes là, parce que je trouve que là, il y a. C'est ça, là, on a parlé des personnes itinérants. À la commission. La commission des droits de la personne, on a eu une rencontre, puis on a parlé de différents sujets. J'ai intervenu à ce niveau-là, puis ils disent on ne peut pas juger cette personne, c'est surtout c'est inquiétant pour les personnes âgées. Okay. Puis c'est surtout parce que c'était des personnes itinérantes, qui sont habituées de vivre un peu partout. Alors, ils continuent à vivre partout, puis il y a de leurs amis qui viennent dormir chez eux, puis il se passe tout ça. C'est pas une question des immigrants, mais c'est des itinérants. C'est ça qui a été apporté. Oui, c'est ça. Puis, il y a même la chaudronnée, vous connaissez la chaudronnée, le permanent était là. Puis lui aussi, il a reconnu qu'il faudrait avoir des structures plus facilitantes pour les itinérants, parce que il y en a qui construisent des espèces de domaines où ils peuvent aller, parce que les autres, ils rentrent, ils sortent, puis c'est très insécure pour des personnes âgées. C'est ça qui est terrible. OK. Puis le dernier point, c'est traverse non truck Portland. Rien de réglé, traversée dangereuse de jeunes. C'est parce qu'il y en a qui débarquent avec l'autobus ou Archambault, puis là, ils attendent, ils regardent les deux côtés. Plutôt que faire le tour, de faire le grand carré pour aller du bureau en gros, ben, ils se dépêchent de traverser la rue, n'est-ce pas, pour aller plus vite. Alors, c'est le fait qu'il n'y ait pas comment on dit ça, des feux de piétons. Il devrait y avoir 4 feux de piétons. Puis là, vous savez qu'on demande que ça soit mode entièrement protégé, c'est-à-dire quand le feu part, tout le monde arrête. On a droit à 30 secondes. Oui, c'est ça. 34 secondes pour secondes, c'est toutes des secondes ou des minutes. C'est c'est bon. Mais là, alors, on est des personnes âgées. Fait que là, on mode entièrement protégé. Il faut absolument en arriver là. On espère que vous allez reconsidérer les choses parce que il paraîtrait qu'il va se construire d'autres maisons de personnes âgées, là. Fait qu'ils veulent aussi voir, parce que ça se développe les commerces du côté du bureau en gros, là. Il y a beaucoup de magasins intéressants. Moi, j'en ai vu des personnes âgées qui venaient des résidences qui sont de l'autre côté, sans venir, puis ça marche pas vite, les personnes âgées. Alors, avant qu'il arrive un accident, il faut mettre entièrement protégé 4 feux de circulation pour les piétons. On le redemande, c'est dangereux actuellement. Il ne faudrait pas attendre un accident avant de bouger. On va revenir là-dessus souvent, mais on vous suggère de laisser votre auto chez Archambault, aller faire un petit tour, traverser, aller chez le bureau en gros, puis traverser. Promenez-vous un petit peu dans
Donc, Traversez à vos risques. non, alors, Ça passait pas 3 fois de me faire frapper, moi, que je osé d'arrêter dans les yeux, parce que l'auto s'en venait derrière moi. fait que là, ça se construit. Il s'en construit des modes protégés. Puis moi, je peux vous dire une chose. C'est l'autobus 4. Quand elle arrête, vous savez, l'autobus 4 a fait la rue Portland. Alors, quand elle s'en vient vers le carrefour, elle a des arrêts d'autobus. Elle en a un proche de l'entrée même, l'entrée au carrefour. Elle arrête là quand même. Puis là, elle met ses lumières. Puis c'est marqué en arrière de l'autobus, priorité de l'autobus. Et elle se range peu à peu pour aller rentrer dans le carrefour. Ils nous ont enlevé l'arrêt d'autobus qui était sur le coin de Northrop, Portland. On avait un arrêt d'autobus, on avait la moitié qui serait en sécurité parce qu'ils prendraient ça pour retourner chez eux. Alors, il y avait un arrêt d'autobus. On trouvait que ça touchait la fluidité de circulation automobile parce qu'il y a des routes un peu plus loin qui tournent par là, puis ensuite qui vont vers le boulevard industriel. Et l'autobus, elle l'a fait longtemps, c'est qu'elle arrête à l'arrêt d'autobus au coin de Northrop, puis doucement, elle fait aller sa lumière, et doucement, il y a des autos qui la laissent passer, et elle se remet dans son chemin pour aller au boulevard industriel. Alors, ça a été quelques chauffeurs qui trouvaient ça dur un peu, mais dites-vous que les chauffeurs, quand ils prennent le circuit 4, ils sont obligés de se ranger dans le milieu, peu à peu, pour rentrer dans le quartier. Alors, c'est faisant. Voilà. Parfait. Donc, il y a eu quand même beaucoup de points. Bon, pour le point qui touche la SPS, si Mme Laroche veut en parler, je vais lui laisser. Sinon, je vous inviterai quand même aussi de faire des représentations au sein de la SPS. Je pense que c'est vraiment ce qui est le plus gagnant. Par exemple, pour l'autobus 4, l'arrêt d'autobus, je pense qu'il faut vraiment faire des représentations directement aussi là-bas. Pour le point de l'Office d'habitation, je ne pense pas que la ville s'ingère ne détermine absolument pas quels sont les critères de choix des habitants des habitations de l'ONH. C'est pas à la ville du tout de faire ça. Je ne sais même, mais c'est sûr qu'il faut, j'ai quand même le goût de vous sensibiliser au fait que des personnes en situation d'itinérance ont aussi besoin de s'être logées. Puis je comprends que peut-être, ça manquerait peut-être un certain accompagnement, effectivement, si la personne a déjà été en situation d'itinérance, qu'elle s'en va maintenant dans un logement. Effectivement, il faudrait avoir peut-être un peu plus d'accompagnement pour un certain encadrement, pour que la personne puisse quand même s'adapter à son nouveau style de vie, d'habiter dans un logement. Mais ça, c'est juste une parenthèse personnelle que je voulais quand même vous sensibiliser. On ne peut pas non plus porter des préjugés et décider que la personne, parce qu'elle a eu une histoire de situation d'itinérance, qu'elle ne pourrait pas aller à une place ou à une autre place. Fait que ça, je ne pense pas non plus que l'Office d'habitation peut déterminer ça, interdire, par exemple, des personnes qui a déjà eu une histoire de situation d'itinérance. Je ne pense pas qu'on peut l'interdire juste basé sur le fait qu'elle a déjà habité dans la rue. Mais Mme Lieu, on voudrait vous dire qu'on a beaucoup de respect pour les personnes itinérantes. Moi, j'en ai beaucoup. Mais il faut les loger dans un endroit où ils vont pouvoir s'épanouir, où ils vont pouvoir avoir des gens qui vont les aider, comme, comment ça s'appelle, sur la rue Wellington, là, en face de la cour du Fils, là, c'est le partage. En tout cas, c'est des ressources, il y a des logements pour eux, puis il y a des travailleurs qui les aident avec des personnes âgées de 75 ans et plus. Je trouve qu'ils n'ont pas la structure pour les aider. Puis ce qui arrive, c'est qu'ils sont, pas parce que ça soit parce qu'ils sont itinérants, c'est qu'ils méritent mieux. Mais là, la manière qu'on fait, on a de la difficulté à accepter la Je voulais juste vous dire que c'est une des façons d'agir pour améliorer et diminuer le nombre de personnes en situation d'itinérance, c'est de leur offrir du logement.
C'est juste ça que je voulais quand même vous C'est dire. quoi des logements transitoires? J'entends ce que vous dites. Puis c'est ça que j'ai dit, c'est pas vraiment de l'essor finalement de la municipalité. Cet accompagnement-là, ça devrait venir peut-être du réseau de la santé, effectivement. C'est d'accompagner les gens pour qu'elles puissent s'adapter en nouveau milieu de vie. Mais je voulais vous dire aussi que c'est pas du tout la ville, je ne sais pas si vous avez informé que c'est la ville qui détermine ça, parce que je ne sais même pas si l'Office d'habitation, eux-mêmes, s'ils auraient le droit d'avoir un critère. Ces gens-là, ça m'étonnerait. C'est quelqu'un qui travaille à l'Office qui l'avait dit. Oui, ça m'étonnerait qu'ils aient le droit de refuser, par exemple, les gens parce qu'elles ont été dans une situation d'itinérance, malheureusement. Mais j'entends ce que vous dites, puis je suis assez empathique vers ce que vous vivez, mais j'ai pas. C'est peut-être pas là la solution d'interdire que la personne soit là, mais plutôt d'avoir Avec des personnes âgées de 75 ans. Oui, juste pour DGCV, déjà, c'est un comité qui fait un rapport, c'est des spécialistes qui n'ont même pas les noms des personnes, là, ils ont des besoins. Puis c'est fait en fonction des critères, en fonction de salaire, pas salaire, mais des revenus. Puis il y a des critères bien spécifiques, comme par exemple une femme qui serait une situation particulière à pouvoir passer avant un autre. Mais les critères sont assez. Puis au CA, on reçoit juste la liste des gens, on ne sait aucunement qui est. C'est pas la ville qui décide ça, c'est un comité qui est prévu pour ça. C'est prévu par la Société d'habitation, ce genre de règles-là, pour justement éviter qu'il y ait l'influence qui est l'influence sur par rapport à ça. Je pense que c'est un bon processus. Puis, il y a des catholiques qui se font comme ça. Il n'y a aucunement des. C'est concernant ce point-là? Non. Pour ce point-là, j'entends ce que vous dites. Je ne sais pas quelles seraient les ressources que vous pourriez avoir pour essayer de. C'est sûr qu'il faut porter un regard sur la situation. Si vous ne vous sentez pas en sécurité maintenant à cause de voisins, je ne sais pas juste qui pourrait vous accompagner là-dedans. On va peut-être voir le CSA, un organisme ou quelque chose qui pourrait vous accompagner, ou même l'OMH, je ne sais pas. Mais pour voir à ça, à voir comment vous allez pouvoir vous sentir un peu plus en sécurité dans votre milieu de vie. Pour ce qui est le point que je voulais aussi essayer une réponse, il y a toute une historique sur l'intersection que vous aviez nommée, devant gros. Des démarches qu'on a essayé d'entreprendre, ce que les services de la ville ont pu faire à date, c'était d'ajouter 4 secondes, pas 4 minutes, mais 4 secondes. 4 secondes, ce n'est toujours pas suffisant de ce que j'entends. Je pense que les prochaines étapes, c'est peut-être on va pouvoir se reparler. Moi, en tant qu'élu du secteur, j'aimerais ça qu'on puisse encore discuter sur cette intersection-là pour voir quelle est la demande qu'on pourrait faire aussi de nos services là, pour réviser ça. Effectivement, vous n'êtes pas les seuls à m'interpeller là-dessus. Les piétons qui ont besoin de traverser, ils ne se sentent pas en sécurité en ce moment-ci. Alors, on va pouvoir reprendre ce dossier-là peut-être puis voir demander une nouvelle analyse pour que ça soit sécurisé tout au long de la traversée. Je pense aussi que c'est pas juste de dire qu'on va rajouter 4 secondes. C'est le fait qu'il n'est pas protégé. C'est-à-dire que les on a rajouté 4 secondes du temps protégé. Après ça, c'est plus. Il part 5 secondes. On est rendu à. C'est 34, on est rendu à 15. Puis on l'a. Ça quand même, il a rajouté que 4 secondes. Et ils savent que c'est pas fini. Les gens n'ont pas fini de traverser. Ouais. Fait que là, quand ils décident de passer, ils passent parce qu'il y a un vent. Vert pour eux. Puis nous autres, il nous reste encore 10 secondes. Fait que là, eux autres, ils se disent, j'ai ma verte. Alors, un moment de distraction, ils pensaient à d'autres choses. C'était pas 15 secondes, c'était à 20 secondes. Là, c'était plus protégé. Ils ont rajouté 4. Fait que là, il y a 24 secondes qui sont protégées, mais les 10 dernières secondes ne sont pas protégées. Ça fait en sorte que là, on est en train de traverser, puis quelqu'un peut arriver avec la voiture, puis ça me surprend, même si ça arrête.
ben, c'est vraiment pas agréable là, pour les piétons. En fait, même si on 10 secondes, il y a une voie ouverte, c'est assez pour écraser quelqu'un. Effectivement. Fait que je suis d'accord avec vous. Fait que, on a fait, en bout de la démarche, ça a porté les fruits, ça n'a pas porté les fruits souhaités, fait qu'on va pouvoir les prendre. Très rapidement pour la STS. Fait que là, je vais passer à Mme Laroche pour le bout. Oui, ben, juste pour le petit bout STS, c'est sûr que je vais faire un suivi avec ça. C'était d'ailleurs dans ma liste de dossiers que je veux reprendre parce que c'était pas moi qui le portais auparavant. Mais moi, les dernières nouvelles que je me souviens d'avoir eues quand j'en ai parlé au conseil d'administration, c'est entre autres que la STS elle-même ne voulait pas avoir à rentrer parce que sur une artère, ils ne peuvent pas reculer puis il n'y a pas assez de place pour faire un virage. Mais je ne dis pas que c'est moi, c'est ce que je me souviens de la dernière information qui avait été donnée par la présidente à cette époque. On va regarder, je vais recreuser le dossier pour avoir vraiment l'information juste, pour être sûr qu'il faut quand même que si on rentre, on soit en sécurité aussi, parce que ressortir à reculons sur la rue Gaz dans ce secteur-là, pour eux, c'était de porter, d'être quand même dans une situation de danger. Mais moi, je suis d'accord, c'est pas l'idéal d'être sur la piste cyclable, c'est pas ça qu'on voudrait. Il aurait fallu que ça soit construit autrement dès le départ, là, on va se le dire, à cet endroit-là. Mais je vais reprendre le dossier et je pourrai vous faire un suivi avec ça. Ils n'ont pas besoin de reculer dans la rue. Ils ont juste à enlever un banc et une poubelle. Ils vont avoir l'espace pour reculer dans l'entrée puis sortir de là-bas. Je vais reprendre. Il faut enlever un banc et une poubelle. On va regarder. Merci beaucoup, mes chères dames. Vous n'avez pas d'autres interventions? Non? C'est bon. Donc là, on est rendu. 6.1.1. On est rendu au point de la nomination, de dénomination de la présidence de l'arrondissement et aussi de la nomination de la présidence et la vice-présidence du comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement de Lanty. Donc pour la présidence, on va passer au vote. Le vote, c'est écrit pareil. Il est après la présidence d'arrondissement, il n'est pas. Là, je vois le 6.1.1, nomination de la présidence, vice-présidence du comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement de Lanty. OK, juste de. Ouais. OK, je pensais que tu parlais de la présidence de l'arrondissement. C'est la présidence et la vice-présidence. Parfait. Pour ce qui est de la présidence, puisqu'on avait deux candidatures, il y avait celle de Mme Godbout, Karine Godbout, il y avait la mienne. On va passer au vote. Je vais parler un peu de mes motivations, pourquoi je m'étais présentée à la présidence du comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement. C'est parce que ça nous donne l'occasion de siéger sur le comité consultatif central. Puis ça, c'est quelque chose qui me tenait à cœur parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées, qui ont été débutées au dernier conseil municipal, donc le plan nature et aussi le plan d'urbanisme, que j'ai pu participer très activement parce que j'ai siégé à la commission d'aménagement du territoire au dernier mandat. Sur le comité exécutif. Donc, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, l'aménagement du territoire et surtout ces deux grands projets là, qui sont chapeautés puis qui rendent partie pour ce qui est de changement réglementaire. Ben, ça va se passer au comité consultatif d'urbanisme central. Alors, c'est pour ça que je vais vous présenter ma candidature. Maintenant, je passe la parole à Mme Karine Godbout. Oui, merci. Merci, Madame la Présidente. En fait, ben, moi aussi, j'ai toujours un intérêt pour me présenter comme présidente du comité consultatif d'urbanisme.
De un, selon certains comités qui me sont été attribués, donc je fais partie du prochain comité de la démolition et de la revitalisation. Évidemment, je suis conseillère municipale dans le district du Lac-des-Nations, donc tout ce qui concerne le patrimoine, la préservation, c'est des choses qui m'intéressent aussi beaucoup. Et évidemment, le secteur dans lequel je suis conseillère municipale a éventuellement à se développer davantage. Donc, des gros projets qui viennent au centre-ville, autant en termes de densification ou d'aménagement de différentes parties du secteur. Donc, je souhaitais participer à ces décisions-là en regard au CCU central également. Donc, voilà ce qui est rapidement le numérisation. Parfait. Donc là, on va passer. Madame Lowe? Madame Lowe? Oui. Alors, on va justement. Oui, le micro. Le président de l'élection, oui. C'est monsieur. Je voulais juste au moins peut-être présenter la façon de faire, la procédure à suivre. Oui. Donc, on va procéder par votre secret. On a 2 candidatures présentement, Mme Louz et Mme Godbout, pour le poste de présidence du CCU d'arrondissement. Donc, on va procéder par votre secret. On va vous passer un bulletin à chacun. Et puis, par la suite, je reviens au micro pour donner les résultats. Élection live. Vous n'avez pas de scrutateur indépendant? C'est des votes de rejeté. Oui. Donc, à la suite du vote secret, on a une présidente du CCU au nom de Mme Karine Godbout. Voilà pour la nomination. Félicitations, c'est Mme Karine Godbout. Alors, la nouvelle présidente du comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement des Nations. Alors, peut-être juste pour le moment, donc pour la nomination de la vice-présidence du CCU, on a 2 choix. Soit qu'on commence un vote nouveau, ou soit qu'on prend la deuxième qui est terminée comme présidente du CCU. Oui, dans ce cas, c'est moi. J'accepte. Fait que là, ça va être Mme Godbout, Mme Luce, au comité consultatif de l'arrondissement. Il n'y a jamais rien pour des hommes. Vous êtes minoritaire, là? Et pour finaliser, dans le fond, ce point-là, ça me prend par ordre de priorité les substituts, car au cas qu'il manque la présidente ou la vice-présidente du CCU, il faut obtenir un substitut, parce qu'au minimum, il faut qu'il y ait 2 représentants du conseil d'arrondissement avec les citoyens. Puis, on peut mettre, mettons, tout le monde, mais en ordre de... Exact. Exactement. Donc, La Roche, Je propose La Roche. Je propose pour être le premier substitut. OK, parfait. Fait que, est-ce que vous appuyez tout le monde? Oui. Parfait. M. Gênes, il a pas mal d'expérience aussi. Deuxième, ça peut être Mme Laroche. Si on prend en 3e. Si on est vraiment mal pris. Pierre va être Alors, c'est complet pour faire cette résolution-là, Mme Louz. Parfait. Donc, c'est bon. Donc, on est rendu. Quel est le point? C'est le dernier point pour la présidence? C'est parce qu'il est plus loin pour la présidence d'arrondissement. Maintenant, vu qu'on est au CCU, au point 6, on passerait les 4 dérogations mineures
qui ont été Donc, présentés. là, on est rendu au comité exercice d'urbanisme du 1er octobre 2025 avec 4 dossiers de dérogation mineure. C'est le 6.2.1, c'est une demande de dérogation mineure au règlement 1200 de zonage de lotissement de la ville pour la rue 964 rue des Eaux. Orpailleurs. C'était la demande, c'était, je vais juste voir la recommandation. C'était que la dérogation soit acceptée, mais la dérogation qui demande, c'était. C'est bon, c'est loin, je ne me rappelle plus. Ben, est-ce que vous. Ouais. Ah, c'était une question de marge latérale. C'était soit accepté à l'effet d'autoriser en écart de 0,3 mètres au total minimal de marge latérale prescrit pour l'habitation familiale jumelée. Ici, afin de régulariser son implantation à une distance de 3,2 mètres de la limite de la propriété. Vous m'excuserez, d'habitude, je ne lis pas, mais comme je ne me rappelle pas, que ça soit un peu plus vite, je vais juste lire la recommandation. Juste Ah oui. Ben, mini commentaire là-dessus, ça demande beaucoup d'étapes de faire des dérogations mineures souvent pour des choses très mineures, mais je t'ai quand même assumé dans ce secteur-là, ce qui est un petit peu plus déplorable à la base, c'est qu'il y a beaucoup de constructions qui n'ont pas suivi les plans. Fait que c'est des plans qui étaient conformes quand ils ont été déposés. C'est le secteur du carré Belvédère, entre autres, qui étaient conformes quand ils ont été déposés, mais qui n'ont pas été construits selon les plans. Donc après ça donne plein de travail pour régulariser en dérogation mineure. Fait que ça, c'est quand même un enjeu qu'on voit souvent dans les nouvelles constructions et auquel il faut porter attention en amont, puis qu'il faut s'assurer qu'il y ait une surveillance aussi de ça pour que les plans soient vraiment réalistes. Juste cette rue-là, on a eu plusieurs, je pense qu'une dizaine. Ça fait travailler tellement. Oui, effectivement. Sinon, le prochain, c'est le 6.2.2. C'est pour une relation mineure ici. La zone H1029. 1672-1674, rue Galt-Ouest. Puis, la demande, c'était d'autoriser un écart de 1,2 mètres à la largeur minimale de terrain prescrit, de 21 mètres, dans le cadre de la construction d'une habitation multifamiliale de 4 à 8 logements sur un terrain d'une largeur de 19 mètres. Oui, ça c'était pour permettre la construction dans un multi-logement. Les terrains, il y a comme de règles qui dictent les marges selon les types d'habitation. Comme on veut transformer cette personne qui avant avait une maison, plus une maison familiale, mais là, on veut construire une maison, une habitation multifamiliale. Donc, ça change un peu le règlement qui s'applique. Fait qu'il y avait juste une demande en écart de 2 mètres de différence qu'on recommande d'accepter. L'autre, c'est les 6.2. Ça va? 6.2.3, c'est pour 2073, 2075 rue Benoît. Puis, c'était pour il y a 2 dérogations qui ont été demandées. Donc, une qui est autorisée l'écart de 1,8 mètres à la largeur minimale prescrite de 18 mètres. Et l'autre demande, c'était en écart de 47 mètres carrés à la superficie minimale prescrite de 540 mètres carrés. Afin de permettre la construction d'une habitation trifamiliale isolée sur en haut d'une superficie qui est moins grande que celle qui est normalement, on demande à 540 mètres carrés. Puis, elle avait une superficie de 492 mètres carrés. Le comité conservateur d'urbanisme a recommandé d'accepter pour favoriser la construction dans une habitation trifamiliale. Ça va? 6.2.4. C'était pour autoriser
encore une fois, c'est un écart de 36 mètres carrés à la superficie du lot minimal, parce que le lot minimal exigé pour une habitation multifamiliale, c'était de 500 mètres carrés. Puis on demande un écart de plus de 36,1 mètres carrés. Et la même chose, il y avait juste une condition. C'est un refus. Ça, c'était un refus. Est-ce que vous voulez que je l'explique? Est-ce que vous voulez que je l'explique? Je vois comment c'est expliqué, je vais juste revenir à l'image pour m'appuyer de moi. Bon, évidemment, ce dossier-là, je vais vous l'expliquer parce qu'il y a eu des discussions lors du dernier CCU. Évidemment, c'est un multilogement qui est situé sur la rue Fabre. Le propriétaire souhaite aménager 2 logements supplémentaires à l'intérieur. C'est au sous-sol qu'il désire aménager ces 2 logements supplémentaires. Il en compte déjà 4. Donc, au total, il voulait avoir 6 logements. Évidemment, il y a des considérants reliés à cette dérogation mineure. Celle qui nous porte à recommander un refus, c'est celle-ci. C'est que, considérant toutefois que pour les motifs exposés à la grille d'analyse, la dérogation mineure conservée au dossier, l'application des dispositions du règlement de zonage et de lotissement n'entraîne pas un préjudice sérieux pour le requérant. Donc, pour qu'une dérogation mineure soit approuvée, recommandée positivement, il faut que le propriétaire ait un préjudice sérieux. Dans ce cas-ci, ce n'est pas le cas, ce n'est pas un préjudice sérieux. C'est pour ça que le dossier a été évalué, analysé par les services municipaux et le CCU, et on recommande que cette amendement-là soit refusée sur ces principes-là. Effectivement, merci du rappel. J'aimerais quand même faire un petit commentaire par rapport à ça, parce qu'en même temps, on a quand même tendance, on est dans une mentalité puis une vision où on comprend que la densification douce, c'est le moyen le plus intéressant pour arriver à combler un peu la crise du logement. Quand on a une tendance, quand il y a des propositions où on va rajouter de logements, on a une tendance à être positif par rapport à ça, puis de vouloir que ça se fasse. Sauf que l'outil réglementaire par lequel il est passé ne nous permet pas de faire ça. Nous, on n'a pas de... Si la personne n'atteint pas les critères exigés par la loi pour cet outil réglementaire-là, nous, on n'est pas justifié d'accepter. Donc, oui, on avait finalement le comité consultatif d'urbanisme à mon donné refusé, mais pas parce qu'on serait contre l'ajout de deux logements, c'est parce que le propriétaire n'a pas réussi à prouver qu'il allait avoir de préjudice. Parce qu'une dérogation mineure, elle sert à ça, ça ne doit pas passer par une dérogation mineure si la personne veut faire des changements de ce genre-là. Il faut trouver le bon outil réglementaire pour le faire. Donc, c'est ça qu'on a discuté vraiment longtemps en comité consultatif d'urbanisme parce que l'intention derrière, c'était de favoriser à ce que plus les gens veulent rajouter de logements, mieux c'est. Mais dans ce cas-ci, on ne pouvait pas passer par une dérogation. Ça prendrait un changement. Ça prendrait un changement de zone, effectivement. C'est bon. Donc, là, on est rendu au 7.1.1. Là, c'est la nomination de la présidence d'arrondissement. C'est bizarre que ça soit moi qui dois dire ça. Je le dis. Je te laisse le dire. Il faut que j'ouvre la période de mise en candidature voilà, selon la procédure d'élection. Donc, je suis d'office le président d'élection. Donc, j'ouvre immédiatement, sans plus tarder, la mise en candidature. Donc, est-ce que je peux proposer Mme Luz comme présidente de l'arrondissement? Oui. Oui. Alors, est-ce que je...
Alors, peut-être juste avant, est-ce que vous Est-ce qu'il y en acceptiez, a est-ce qu'il y en d'autres? Oui, a j'accepte. d'autres? J'accepte. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent? Donc, on a une candidature. Donc, on passe au vote. On passe pas. Soit moi ou la chaise. Donc, Donc, est-ce que vous acceptez, Mme Luz, j'accepte. pour une période de 2 ans? Oui. J'accepte ça pour une période de 2 ans, effectivement. Avec plaisir. J'espère qu'on va voir des salles pleines comme on a eu aujourd'hui. Puis des gens intéressés et impliqués dans la possibilité. Parfait. Donc, ça va être un super beau mandat. Ça va me faire un grand plaisir de continuer. J'ai eu le plaisir d'avoir les 2 dernières années de mon dernier mandat comme présidente de l'arrondissement. Puis, je compte pouvoir continuer à compter sur vous, puis de traiter des questions qui touchent beaucoup la proximité. Donc, on passe au point prochain. Je ne sais pas si vous avez des questions, commentaires, mes amis, non? Donc, on va aller, merci, on va aller au calendrier des séances. Donc, le point 7.2.1, il y a une petite modification pour le calendrier encore de séances ordinaires pour 2025. Puis, c'était à cause de nouvelles séances, à cause du budget, etc., de nouveaux conseils, c'est ça qu'on avait changé notre dernière. Fait qu'on va voir, les changements, c'est la date. On est laquelle? C'est le 8 décembre, le prochain. Alors, ce serait le 11 décembre comme dernière séance 2025. C'est un jeudi. Okay. 11 décembre à 18h. C'est bon. Sur la ligne. Oui. Exactement. Pour ceux qui n'étaient pas avec nous longtemps, sont des nouveaux qui viennent à l'arrondissement. Comme nous, on a le plus grand arrondissement de Sherbrooke. On fait une alternance de sites. Fait qu'ils ont fait une fois ici à l'arrondissement secteur Jacques-Cartier. Puis la fois suivante, on fait secteur Mont-Bellevue ou Saint-Thibault. Ça va être ça, la prochaine classe. On devrait faire un pari sur le premier conseiller qui va se tromper de. Conseiller ou conseillère qui va se tromper de bureau. Oui, parce qu'il y a chaque. Ouais. On a fait ça tour de rôle, le dernier mandat tour de rôle, c'était quelqu'un qui se trompait. Mais où? Il était au mauvais, il était rendu au mauvais. C'est bon. Alors, sinon, il y a les 7.3.2, c'est les calendriers des événements à venir. Ça, c'est dépense du fonds dédié. Dépense du fonds dédié. 7.3, je suis oubliée. 7.3.1, c'est les dépôts de tableaux détaillés d'état de défense et fonds dédiés. Donc, les fonds, c'est ça. Donc, c'est ça, le fonds dédié, juste pour rappel, le fonds dédié, c'est le fonds qui fait vivre un peu notre plan d'action en arrondissement. C'est comme le budget de fonctionnement pour l'arrondissement. L'enveloppe. Puis, c'est ça. Fait que nous, on se partage un peu par des actions par district, puis on a un fonds commun aussi pour arrondissement. Sinon, le 7.3.2, là, c'est vrai, c'est l'événement à venir. Ça, les 7.3.3. Là, c'est le budget de frais de représentation sociale. Donc, c'est un budget qui est mis un peu à disposition des élus là, pour qu'on puisse faire des représentations, participer à des événements que les organismes nous invitent. Et après ça, il y a le 7.3.4. C'est la liste de dossiers en cheminement. Ça me permet de voir les dossiers qui s'en viennent pour les gens qui veulent continuer à suivre un peu, toute la foule qui veut nous suivre l'arrondissement de l'action. Après ça, 7.3.5, c'est le dépôt de suivi des interventions du conseil d'arrondissement du 3 octobre.
le suivi sera là. Et là, on est rendu au point 7.4.1. Ce sont les requêtes en circulation, analyse de recommandation des séries des GP et des autres projets majeurs pour notre arrondissement des Nations. Ça, c'est quand même un point et je vais laisser mes collègues aussi s'exprimer parce qu'il y a quand même des requêtes un peu dans quasiment chacun de nos districts. On peut commencer par ordre, là, je ne sais pas, pour la rue Routier. C'est qui? C'est quel secteur déjà? Je pense que M. Avoir Essentiellement, les observations faites, il va y avoir une campagne de sensibilisation. Les affiches ajoutées concernant l'appartement où j'ai été fait cet été. Ça a été fait cet été, cette consultation. Et pour le moment, c'est ce qui va être dépensé. Parfait. Pour la rue du Québec, vous n'êtes pas obligé, hein, si vous voulez, d'arriver cette date. Oui, ben c'était en fait une demande pour la modération de la vitesse sur la rue Québec entre King et presque Portland, presque l'entièreté de la rue. Présentement, les recommandations, c'est aussi de mettre de l'avant une campagne de sensibilisation à la réduction de la vitesse sur la rue du Québec par l'ajout des balises qui visent 40, d'informer les citoyens que les affiches, effectivement, de la campagne de sensibilisation seront présentes et disponibles dans les bureaux d'arrondissement. Donc, c'est une... donc, je viens de prendre connaissance là, dans ce premier conseil d'arrondissement-là de cette requête en circulation. Est-ce qu'on est 100% d'accord? C'est sûr que la rue Québec, c'est une rue qui est en bordure du parc London, entre autres. Et donc, je vais quand même laisser cheminer cette demande-là pour qu'on puisse la retrouver là, dans la liste au conseil municipal. Mais je vais quand même observer peut-être la possibilité de voir quelle sera la suite outre des mesures pour modérer la vitesse. Est-ce qu'il peut y avoir des mesures de mitigation éventuellement? Donc, vous comprenez que ce soit ce premier conseil d'arrondissement, on arrive, on ne connaît pas tous les tenants aboutissants de ce que va être la suite pour les mesures dans chacun de nos districts. Mais une chose est sûre, c'est que je vais garder cette demande-là à l'œil. Merci. Et pour la rue de l'Abeille, ça va? Ben, en fait, je vais traiter les deux peut-être en même temps ou je peux parler des deux en même temps. C'est correct. De Ascot, comme ça sera fait. Mais dans le fond, pour le district d'Ascot, j'avais deux requêtes. J'en avais une pour Mille-Abeille puis une pour la rue Sarah. Pour la rue Mille-Abeille, j'ai quand même plusieurs citoyens qui m'en ont parlé, mais on parle quand même d'une rue où il y a le débit journalier est assez faible, ce qui n'empêche pas que je suis certaine que des automobilistes vont un peu trop vite, mais c'est une circulation très locale. On parle, comme je disais, 181 véhicules par jour. Donc, c'est quand même avec une vitesse mesurée moyenne de 36 km/h. Donc, on est quand même dans une rue où les mesures sont peut-être importantes, mais moins prioritaires que dans d'autres rues. Tandis que je dirais quand même, regardez, dans cette rue-là, on propose surtout de mettre des balises au centre, d'essayer de contrôler. Moi, je pense qu'il y a besoin de sensibilisation aussi parce que la majorité des gens qui circulent là sont juste des voisins. Donc, il faut travailler, je pense, avec le quartier, là, à adopter des meilleurs comportements parce que c'est vrai qu'au-delà de 40, souvent dans des quartiers comme ça, des petites rues résidentielles, pas de trottoir, où il y a beaucoup d'enfants qui jouent, ça paraît toujours très rapide et ça peut avoir aussi des incidences regrettables. Par contre, ma deuxième requête qui était pour la rue Sarah, ça, c'est vraiment un grand nombre de citoyens et même l'école aussi qui se mobilise pour ça, où vous voyez où est la rue Sarah, c'est quand même une rue où il y a l'école secondaire du Phare. C'est une rue où on a mesuré un débit journalier de 1938 véhicules par jour. Donc là, on parle vraiment d'un très fort débit, en plus de tous les parents qui vont porter les jeunes qui traversent aussi un peu partout sur la rue pour pouvoir accéder à l'école. Donc, on a un haut danger quand même, un haut niveau de risque. Et là, on parle quand même de 85% des véhicules qui adoptent une vitesse mesurée inférieure à 52 km. Mais ça veut donc dire qu'il y a 15% des véhicules qui sont au-delà de 52, puis que dans le 85, on est à 50 sur une rue où il y a beaucoup, beaucoup de circulation piétonnière. Pour moi, ça m'apparaît une rue prioritaire. En ce moment, là, Mme Godbout l'a un peu mentionné, on est un peu en transition parce qu'on
on vient d'adopter une nouvelle politique de sécurité routière qui souhaite vraiment adopter des 40 comme maximum dans les rues locales, mais nos outils pour traiter nos requêtes en circulation ne sont pas encore ajustés, puis il reste tout un travail à faire. Donc, en ce moment, on traite nos requêtes comme dans le passé. Fait que ce qu'on vise, c'est de mettre des mesures de mitigation quand c'est 55 km et plus qui est observé. Donc, ce qui n'est pas le cas ici. Donc, on nous recommande une campagne davantage de sensibilisation. Moi, je peux vous dire là, que personnellement, comme conseillère, je ne suis pas d'accord avec cette recommandation-là, mais si on veut pouvoir poursuivre et pouvoir peut-être, comme conseillère, ajuster des mesures de mitigation, il y a un autre chemin. Il faut au moins qu'elles puissent poursuivre et apparaître dans la liste des requêtes qui ont été traitées. Puis, dans un deuxième temps, nous aurons à se positionner sur les rues dans nos secteurs qui mériteraient le plus de mesures de mitigation. Puis pour moi, ben, clairement, la rue Sarah est une rue importante, surtout qu'on veut sécuriser l'ensemble des pourtours d'écoles. On s'est consacré beaucoup aux écoles primaires, mais les écoles secondaires aussi sont d'importance, à mon avis. Donc, ça sera à suivre, mais je veux dire aux citoyens que pour moi, ça va demeurer une rue prioritaire, puis que dans un deuxième temps, on va continuer à travailler ensemble pour qu'il y ait des mesures puissent être implantées pour diminuer la vitesse. Merci. Merci, Madame la Présidente. Oui, la rue Pilon, présentation de une demande citoyenne, étude faite de quand même 700 véhicules qui passent chaque jour sur cette rue. Font partie Pilon des fameuses rues spaghetti dans le secteur immédiatement. Donc, des rues qui sont faites sur le long. Donc, qui font en sorte que les véhicules, souvent, se donnent du soin en bon français. Donc, plusieurs familles dans ce secteur-là et tout. Donc, j'y vais avec la recommandation de nos services pour mettre de l'avant une campagne de sensibilisation. L'ajout de balises édificantes comme ma femme, mais comme ma collègue Roche. J'aimerais qu'on poursuive les études et qu'on voit si c'est la peine d'aller plus loin avec des mesures de mitigation plus sérieuses, telles peut-être les à suivre. Merci. Merci. Je suis rendue pour, c'est dans mon district, c'est pour la rue de la Véranderie. Donc, ça, il y a le citoyen, M. Claude Roussel, qui s'est impliqué pour. Il y avait beaucoup de gens qui m'interpellaient là-dessus, qui me parlaient de la vitesse de circulation dans cette rue-là. Mais on n'avait pas de requête. Puis ça, c'est vraiment important. Je disais tout le temps aux gens, sans requête, c'est vraiment difficile pour l'élu du secteur de faire quoi que ce soit. Ça prend d'abord une requête. Puis je remercie d'ailleurs beaucoup pour son implication. D'aller mobiliser ça, vous allez voir avec les voisins, écouter les 5 signatures. Ce qui avait été aussi, encore une fois, recommandé par nos services, c'est la campagne de sensibilisation, mais aussi la campagne de sensibilisation de ville, ce qui veut dire qu'on va installer, pour l'instant, des bollards en milieu de rue avec des balises avec l'affiche 11-40, par une ligne en milieu de rue pour pouvoir y installer. Puis, fait que ça, déjà, en partant, c'est une mesure de sensibilisation, mais juste l'effet d'avoir quelque chose de physique au milieu de la rue, ça aide déjà un peu pour la période qu'elle est installée, de diminuer la vitesse, le temps qu'elle est là. Sauf qu'on installe ça pour la période estivale, puis après ça, on est obligé de le retirer à cause du déneigement. Donc, le temps, ce qui arrive, c'est que le temps que c'est là, ça marche. Au moment où on le retire, les gens commencent à rouler plus vite. Donc, c'est ça que j'ai parlé un peu à M. Rousseau. Il était très déçu parce qu'il s'attendait vraiment à voir des dos d'âme. Tous les voisinages s'attendaient à voir des dos d'âme. Les analyses nous montrent, un peu comme ce que dans le cadre de la rue Sarah, ils nous montrent quand même que 85% des véhicules adoptent une vitesse mesurée inférieure à 49 km/h, c'est-à-dire que 15% vont plus vite que 50 km/h.
Donc, c'est sûr que pour une rue où il n'y en a pas de trottoir, il y a des personnes âgées qui circulent, mobilité réduite, ils ne se sentent pas en sécurité, puis c'est tout à fait normal. Donc, pour l'instant, on va aller de l'avant avec ce qui est proposé pour au moins avoir une mesure qui va pouvoir s'installer très vite dès le printemps. Et puis, par la suite, on va pouvoir regarder là, les possibilités si jamais la sensibilisation et les voleurs en milieu de rue n'aident pas à réduire la vitesse. On va pouvoir regarder la possibilité d'installer éventuellement. Sinon, pour le prochain, c'est la rue, Sarah t'a déjà dit. Sinon, c'est le coin Baudry du Vernet. Et oui, effectivement, ce coin-là est très problématique pour la sécurité. Puis ce qui a été décidé, c'est l'ajout de stop dans toutes les directions, qui est plus haut. Et il y avait une circulation qui était plus haute que ce que le standard prévu. Donc, ça va être ajouté quelque part dans le 26. Donc, on passe au point 8.1.1, l'événement de proximité, branche interculturelle à spot en santé. C'était un changement de date. Je ne sais pas si vous voulez, Mme Laroche. C'est ça, on peut vous annoncer que la date a été changée, puis qu'on l'accepte, puis qu'on change la convention, mais malheureusement, ça ne vous permettra pas d'y assister parce que ça avait lieu samedi, le 22. Et c'était extraordinaire, en fait, comme fait. Je peux peut-être en dire un petit bout, je l'ai en parlé dans mon message de conseillère, mais vraiment, honnêtement, là, il y a eu plus d'une centaine de personnes. Il y avait des gens d'Ascot, mais d'un peu partout dans la ville aussi. C'était hyper diversifié, multiculturel. Plein de dégustations de différents pays, de la bonne bouffe d'un peu partout, puis surtout des échanges super variés, des spectacles d'enfants, de danse, des jeux. Ça a été vraiment une très, très belle activité. Donc, ne manquez pas celle qui aura lieu en 2026, probablement dans les mêmes dates. On vous en informera ici au Conseil d'arrondissement. Donc, on a fait le tour des points. Un peu rendu justement au message des élus. Alors, je vais juste enclencher tout de suite avec Mme Laroche. Là, évidemment, pour ceux qui écoutent le conseil municipal, ça va être un peu redondant, mais je vais quand même à faire un petit, en fait, pas des petits, des grands remerciements à tous les citoyens et citoyennes d'Ascot qui ont choisi de remettre leur confiance en moi pour un deuxième mandat. Pour moi, je suis extrêmement honorée et je me sens privilégiée de pouvoir représenter, comme vous l'avez dit toujours, le plus beau, le plus diversifié des quartiers. Déjà, ça fait combien de temps, là, les élections sont passées? On dit, j'ai l'impression. Oui, c'est ça. Donc, ça fait 23 jours. Mais déjà, c'est tellement vivant, j'ai l'impression d'être un peu partout. On a eu la chance de fêter le 20e anniversaire du journal Regard, pour ceux qui ne savaient pas, mais c'est extrêmement précieux comme journal dans notre communauté. Le brunch interculturel. Il y a aussi eu le lancement ce matin d'un super beau projet de réseau d'entraide par la Corderie. Je vous invite à aller voir ça, des beaux services d'accompagnement, de transport pour des gens qui auraient de la difficulté à aller faire leurs courses, leur épicerie, de l'accompagnement aussi au niveau de sécurité alimentaire. Bref, ça bouge dans Ascot. Je suis très contente de pouvoir continuer ce travail-là avec la population. Puis, à bientôt. N'hésitez pas à me contacter. C'est Jeanne. Madame la Présidente, moi aussi, je tenais à remercier les résidents du district de l'Université de voir revenir leur confiance sur pas les gens. Merci beaucoup. C'est le fun. On a déjà s'est rencontré le conseil municipal à plusieurs reprises, puis en formation et en travail. Puis c'est la première ce soir à l'arrondissement. Donc, je me retrouve encore en situation de minorité. 2 gars, 3 filles. Il me semble que c'est mon 3e mandat. C'est vrai. Il y avait 3 gars, 2 filles, là. Juste avant, dans le dernier mandat. Oui. Marc, toi, Raïs? Ah oui. Mon Dieu! Quand les élections. Plus, André, plus. C'est vrai, c'est la deuxième fois. Ouais, j'ai manqué 4. Donc, merci de me ramener
Ça fait plaisir. Ben, merci. Alors- Vous m'avez ramené la date. Alors, je vous souhaite un bon mandat d'arrondissement. On y va 2 ans à la fois. Je vous souhaite un bon mandat. Merci à André et à Nicolas de nous soutenir. Vraiment. Très apprécié. Ça fait toute la différence. Et, bonne soirée à tout le monde. Merci. Madame Gauthier. Merci, Madame la Présidente. Moi aussi, ça va être tout simplement des merci. Des merci pour les résidents et résidentes du district du Lac-des-Nations. C'est vraiment un grand honneur pour moi de représenter le district du Lac-des-Nations. J'ai eu la chance de déjà être conseillère en 2017 dans Ascot, mais et j'ai la chance de rester dans le même arrondissement, en fait, aussi, avec certains collègues avec lesquels j'ai siégé en 2017. Ce fut les élections le 2 novembre. Après ça, les choses se sont enchaînées rapidement. Je dois dire un grand merci. On était très bien accueillis, en fait, les nouveaux, qu'on soit nouveaux, anciens, peu importe. C'est quand même des bonnes bouchées de mise à jour, de lecture, de dossiers. Rapidement, on se fait interpeller aussi sur toutes sortes de choses qu'on ne maîtrise pas encore en arrivant, mais les choses vont venir. Donc, ce soir, c'était le tout premier conseil d'arrondissement. Donc, il nous souhaite aussi un beau mandat ensemble. Je remercie tous les citoyens et citoyennes qui sont venus ce soir pour nous dire bonjour, mais pour nous présenter aussi différents enjeux qui les tiennent à cœur. Des enjeux sur les personnes âgées, sur le compost dans les multilogements, sur la connexion des pistes cyclables. Donc, vous êtes les yeux, les oreilles, vous êtes les gardiens de l'arrondissement du Lac-des-Nations. Donc, c'est toujours, en tout cas, un grand plaisir que vous veniez assister en direct avec nous au conseil ou que vous m'écoutiez en ligne, si c'est ça pour vous. Donc, voilà. Alors, un grand merci général. Et je termine avec un merci directement à l'arrondissement, à André et à Nicolas, qui sont de super accompagnateurs et qui nous aident à nous mettre à jour ou à essayer de répondre aux dossiers qu'on ne connaît pas encore. Donc, une équipe comme ça, ben, vous comprendrez que c'est super important. Voilà. Merci. Heureux d'être de retour dans un autre arrondissement. Moi, je suis André. André est dans l'arrondissement de Fleury-Mont. Donc, décidé de représenter l'arrondissement de Fleury. Plus sérieusement, je pense que quand la démocratie dans le district du Golfe a fait que plus que 50, peut-être que 54% des gens se sont exprimés. Je trouve ça intéressant de voir, surtout au niveau municipal, ça n'arrive pas souvent que les gens se déplacent. Et je suis tellement fier d'avoir été choisi par les gens. Je pense que c'est. Je vais essayer d'être à la hauteur de ce que de la confiance qui m'a été accordée. Tout de suite, en partant, j'ai déjà été dans la salle quelques mois ici où il y a eu un projet d'implantation de l'IGA sur l'île d'Elgou. Je me souviens à ce moment-là que j'avais entendu qu'il y avait sûrement des interrogations par rapport à la circulation. Comme ça va se faire ce jeudi, l'ouverture officielle, je pense qu'il serait de mise de commencer à regarder pour voir l'impact que ça va avoir sur la circulation, parce que c'est clair qu'il y a vraiment des citoyens, particulièrement qui étaient venus ici. Je n'étais pas là quand ils sont venus, mais j'ai l'information que les citoyens des villes Zola étaient venus en grand nombre pour justement déclarer qu'il y avait un problème. À ce moment-là, il y a eu des choses qui ont été faites. Et là, je pense qu'il faut regarder le portrait avec des nouvelles données. Je pense que c'est important de s'ajuster, pas attendre qu'on soit devant une situation où les gens vont dire hey, c'est fait, je pense qu'on est en mesure de voir la situation arriver et de prendre des devants et de que nos équipes soient là sur le terrain pour dire ben, oui, c'est correct ou ça l'est pas, mais je pense qu'il faut prendre une nouvelle fois là-dessus. Merci. Merci. Alors, je voulais commencer en donnant justement la bienvenue aux deux nouveaux des nations chez nous. J'ai l'impression qu'on a vraiment le plus grand arrondissement, ce qui représente un peu le territoire de l'ancienne Sherbrooke. Donc, il est très grand. Il est très diversifié aussi en termes
de profil un peu là, de quartier, etc., d'un district à l'autre. Même dans chaque district, ils sont aussi déjà très grands comme district. Il y en a plusieurs profils différents. Donc, j'aimerais ça remercier aussi à la confiance de mes collègues de m'avoir nommé encore comme présidente, de donner le moment de continuer encore pour 2 ans la présidence de l'arrondissement. J'espère qu'on va avoir du fun ensemble, une belle dynamique ensemble, puis qu'on puisse surtout être là à l'écoute puis servir de ces lieux-là, là, qui puissent être vraiment utilisés comme cette porte d'entrée-là, où les citoyens se sentent chez eux, en toute proximité, et puissent venir parler de leur situation, leurs enjeux, des beaux projets qu'ils veulent apporter, de vouloir s'impliquer comme on a eu l'exemple aujourd'hui. Alors, c'est un grand plaisir. Oui, j'avais déjà aussi remercié à tous les citoyens, à la confiance qu'ils m'ont donné. C'est jamais assez. Je remercie toujours de l'honneur d'être ici pour représenter les gens des quartiers. Le district du Carrefour, c'est un district quand même intéressant qui abrite tant l'industriel, que les commercial, que les résidentiel. Et ça fait en sorte qu'il faut considérer les particularités de certains quartiers. Je suis quand même chanceuse d'avoir beaucoup de comités citoyens. On n'a pas de table de quartier, mais dans le district du Carrefour, il y a quand même des comités citoyens qui s'impliquent, des gens qui sont vraiment engagés, qui s'impliquent pour améliorer leur qualité de vie. Alors, je peux compter sur eux aussi pour avoir ces feedbacks-là. Alors, j'espère qu'on va pouvoir réaliser de belles choses en arrondissement pour cette nouvelle cohorte. Sur ça, je pense qu'on peut lever la séance. C'était une belle soirée, un bon retour à la maison. La prochaine, le 11 décembre, 600 reçus.